Quand on est nombreux comme ça, mon ordi, il est pas content. Bonjour tout le monde. Ça y est, on est en direct. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce direct du dernier jeudi du mois, donc pour l'association APDSL, en compagnie donc des filles d'Ève. Sans doute Cathy, notre spécialiste Feng Shui, est en train de nous rejoindre, je crois. Donc il va falloir que je l'ajoute là à notre tableau. Elle est là, elle est en salle d'attente. Voilà, je l'ajoute. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Nous sommes deux représentants de Virtudev. Voilà. Donc on a Jean Poupin comme d'habitude, fidèle au poste. Merci. Bonsoir Jean. Bonsoir. Et puis on a Eugénie qui nous fait le plaisir de nous rejoindre ce soir. Alors Eva, comme d'habitude, je vais partager mon écran et en partageant mon écran, eh bien, voir petite présentation. Alors, hop, évidemment, c'est le moment où le téléphone sonne, sinon ça n'a pas, ça n'est pas là. Donc, on va faire présenter et partage d'écran. Pour ce soir, on a choisi un thème un petit peu généraliste qui consiste à faire en sorte que tout le monde comprenne un petit peu ce qu'est la relation d'emprise. Parce que ce n'est pas simple, hein, effectivement. Donc, comprendre la relation, je crois que Jean a un vrai problème. Pardon ? Je crois que Jean a un souci. Je ne sais pas si je suis le seul, mais c'est très mauvais. Il y a un très mauvais retour de son. Oui, je pense qu'il faut couper. Oui, ça fait un écho. Ouais. Est-ce que c'est nous ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Est-ce que vous m'entendez là ? Oui, on a tout. Moi, j'ai Est-ce que le son est de meilleure qualité ? Oui, moi aussi, j'ai l'écho. Ah oui, il y a un faux, c'est incroyable ça. Alors, pourquoi il y a un écho ? Là, j'ai débranché le micro qui pouvait faire écho. Donc, c'est un petit peu... Est-ce que quelqu'un... Est-ce que... Alors, on va essayer... On est désolé pour ce petit souci. Pour voir... et de parler en même temps pour voir d'où vient... Donc, celui qui coupe son micro, il ne parle pas, évidemment, puis les autres parlent pour voir s'il y a quelque chose qui revient. Bon, alors moi, j'ai un écho... j'ai une latence. Alors, 1, 2, 1, 2. Moi, je t'entends bien quand tout le monde a coupé son micro. Il n'y a plus d'écho. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a la même situation. Il faut faire un par un. Donc, on va dire que moi, je coupe mon micro et vous parlez pour écouter, là, pour... Par contre, il y a quelqu'un qui parle quand je coupe mon micro, sinon on ne saura pas. Moi, je viens de remettre le mien. Je ne sais pas si ça va chez vous. Oui. Et c'est vrai que quand tous les micros sont coupés, ça va. Alors, on va essayer comme ça. Bon, je pense que vous voyez mon partage d'écran.
C'est bon, tout le monde voit mon partage d'écran. Alors, aujourd'hui, donc, on va comprendre les relations toxiques. Alors, on va faire une petite présentation parce que ce soir, nous avons Cathy qui n'est pas venue souvent avec nous. Cathy, je te laisse te présenter. Ok. Moi, c'est la deuxième Cathy du groupe, du trio. Je suis ravie, oui, d'être là présente avec vous pour ce live. Moi, mon domaine, c'est le feng shui occidental, et je trouve que c'est tout aussi important de porter un autre regard, on va dire, sur son intérieur, sur son environnement, parce que c'est incroyable à quel point notre intérieur nous impacte. Et là, en termes de reconstruction, de renaissance, d'épanouissement, enfin, peu importe, de réouverture, c'est très, très important de prendre soin de son intérieur avec des choses simples. C'est déjà très bien, mais surtout de voir ce qui se passe et de dire, OK, mon intérieur reflète qui je suis aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, pour me sentir mieux pour demain. Donc, voilà. Merci Cathy. Et puis ce soir aussi, on a une toute nouvelle spécialiste qui nous rejoint, c'est Eugénie. Alors Eugénie, je te laisse te présenter. Bonsoir, merci Cathy. Alors moi, je suis dans le développement personnel depuis plus de 10 ans, 15 ans même. Je pratique la méditation et le yoga depuis 7 ans. Et je me forme aux techniques psychotraumatiques par la psychologie et le coaching. Et je veux apporter un regard neuf, tant à l'égard des méthodes spirituelles que peuvent être la méditation pleine conscience, le yoga et les sports on pourrait appeler de détente, mais qui sont vraiment beaucoup plus puissants que ça. Et laisser libérer la parole pour pouvoir découvrir finalement les traumatismes des personnes, faire en sorte que ça revienne dans le conscient pour mieux les traiter aujourd'hui. Merci beaucoup, Eugénie. Alors, le thème du jour, hein, je fais comme d'habitude, je vous refais un petit topo. Donc, nous sommes, nous les filles, en partenariat avec l'association Porte du Soleil Levant. Nous sommes 3 filles qui sommes spécialisées dans l'accompagnement à la reconstruction après une relation toxique. On fait tout en ligne. Vous pouvez nous joindre, vous avez les coordonnées qui sont en bas. Sinon, vous demandez bien sûr à Christa, vous le trouvez sur Facebook, sur Insta ou autre. On va aborder des choses sérieuses ce soir, mais quand même, c'est un moment que vous prenez pour vous, donc détendez-vous. Préparez-vous un petit café, une petite tisane, un thé, ce que vous voulez, un jus de fruits. Et puis, vous prenez des notes si vous en avez envie, parce que vous allez avoir un certain nombre d'informations qui peuvent être intéressantes pour vous, qui peuvent vous enrichir et puis qui vont vous permettre sans doute de comprendre et d'avancer dans votre situation ou d'aider quelqu'un à avancer dans sa situation. Le thème de ce soir, c'est comprendre l'emprise et on fait, comme d'habitude, un petit système de questions-réponses. Et je vais commencer avec la première question qui nous a été transmise. Donc, c'est Christa qui relaie les questions au sein de l'association. C'est des questions qui sont posées par les victimes. Donc, on a une question qui est « Quelles sont les différentes formes d'emprise qu'on peut trouver dans la société ?» Alors, on va peut-être laisser la parole à Jean, par exemple. Oui, alors c'est à moi, il paraît. Alors voilà, emprise, différentes sortes d'emprise. On a l'emprise psychologique qui, bien sûr, c'est celle sur laquelle on s'est spécialisé en fait au niveau de l'émission. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est très variable. Ça peut être, je sais pas. Enfin, quel est le J'arrive pas. Au niveau des emprises, qu'est-ce que vous voulez c'est quoi là exactement la question? Enfin, comment? Parce qu'après, il y a plein je peux développer sur une partie, comment dire,
toutes les emprises psychologiques, mais après, est-ce que c'est ça la question ou est-ce que c'est… Disons que posée comme elle l'est, c'est vrai que ça laisse libre cours à tout un tas de possibilités. Moi, c'est pour ça que j'avais choisi de répondre sur déjà dans quel type d'environnement on peut rencontrer de l'emprise. Alors, voilà, sur le petit visuel que j'ai partagé, on a différentes sortes d'emprises. Alors évidemment, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais vas-y, Jean, je te laisse continuer. Oui, alors, les environnements, ça peut être très variable. Ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être dans un club sportif, ça peut être… tous les endroits peuvent générer, s'il y a la personne en face, peuvent générer une emprise. Donc, il n'y a pas vraiment d'endroit type. C'est pas très figé. On peut trouver, on voit les exemples. Hein, il y a de l'emprise dans le milieu familial, il y a de l'emprise dans le milieu du travail, qui se termine très souvent par un burn-out ou par des choses comme ça. Il y a de l'emprise dans les clubs sportifs, comme je disais tout à l'heure. Et la liste n'est pas exhaustive. Il y a vraiment, ça peut être vraiment, tout dépend où est la personne toxique en fait. Oui. Alors, effectivement, voilà, moi, j'ai répertorié comme tu le fais, Jean, un certain nombre d'environnements dans lesquels on peut retrouver des relations d'emprise. Effectivement, l'environnement familial, l'environnement sentimental, l'environnement professionnel, l'environnement religieux ou spirituel. Donc là, on a les sectes, on a les représentants du culte, on a tout ce genre de personnes. Le milieu scolaire, où ça peut être effectivement un élève, un enfant qui est sous l'emprise soit d'un autre élève, soit d'un surveillant, d'un professeur ou autre. Donc en fait, l'emprise, on peut la retrouver un petit peu partout. Il n'y a pas de… Et puis sans distinction sociale. C'est-à-dire que ça peut très bien être dans un milieu modeste et aussi bien dans un milieu tout à fait aisé. Et puis, j'ai répertorié aussi, moi, de mon côté, différents domaines. Et donc là, je parle effectivement d'éventuelles emprises psychologiques, dont on parle la plupart du temps au sein de l'association, avec tout ce qui est manipulation, perversion, etc. Et puis après, dans les autres domaines, on a l'emprise économique avec des gens qui sont abusés, à qui on vole de l'argent. Il y a de l'emprise physique avec des séquestrations, des attouchements, des emprises sexuelles, des emprises sur la morale avec un chantage aux valeurs en disant voilà, tu te rends compte ce que tu as fait, c'est pas bien, etc. Et puis sur le niveau émotionnel aussi, où on joue vraiment sur les sentiments de la personne, sur ses émotions, sur ses peurs. Et là, on maintient l'emprise de cette façon-là. Je ne sais pas si soit Jean, soit Cathy, soit Eugénie, vous souhaitiez ajouter quelque chose, même Christa d'ailleurs. Juste que ce n'est pas que sur la liste. Alors c'est pas une liste, c'est pareil, c'est pas une liste exhaustive et c'est pas forcément un seul. Il peut y avoir interaction et il y a très souvent d'ailleurs interaction dans les différents types d'emprises en fait. C'est-à-dire qu'une emprise psychologique peut aussi être une emprise financière par la suite, etc., etc. Tout à fait. Voilà. On peut avoir tout combiné ensemble. Voilà, effectivement. Si personne n'a d'autres choses à ajouter, je continue. Sinon, moi, vous un petit peu. On a également l'emprise générationnelle et en lien avec l'éducation. Là, pour le coup, on va être aux prises avec des choses qui sont déjà installées, instaurées et qui se développent à travers justement les domaines qui sont cités et, comme l'a dit Jean, qui sont non exhaustifs, évidemment. Oui, c'est vrai. Après, on a effectivement les injonctions de la famille, on a les injonctions de la société qui peuvent effectivement exercer une emprise. Après aussi, tout dépend de qui on a en face de soi et de qui on est de notre état psychologique et mental.
Mais effectivement, l'emprise générationnelle, elle peut être importante, effectivement. On vous laisse évidemment, bien sûr, vous qui nous regardez, poser des questions en commentaire dans le live, il n'y a aucun souci, on y répondra si bien sûr on le peut. On a une deuxième question. Quelles thérapies permettent de se reconstruire? Alors, pour le coup, eh bien, on a pas mal de spécialistes du bien-être autour de nous. La première chose que je voudrais mentionner, c'est que dans un premier temps, il est indispensable de s'adresser à un professionnel de la santé mentale, psychiatre, psychologue, psychothérapeute, que ce soit seul ou en thérapie de groupe ou en groupe de parole. Mais c'est capital parce que on ne joue pas avec la santé mentale et se reconstruire de ce genre de choses, c'est quelque chose de très difficile et qu'il ne faut pas faire ni prendre à la légère. Donc, on peut aussi obtenir de l'aide de son médecin traitant. Il y a des pathologies qui sont rattachées à la situation d'emprise parce qu'on se retrouve avec des équivalents stress qui peuvent être des maladies chroniques de tête, des maux de dos, des problèmes de peau, les problèmes de poids, tous les problèmes que vous pouvez imaginer. Donc, en fait, le meilleur combo possible, c'est déjà psychologue, psychothérapeute, psychiatre, plus un médecin traitant, c'est quand même la meilleure combinaison possible. Jean, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ben, je suis entièrement d'accord parce que de toute façon, c'est une chose que je dis quasiment tous les mois quand on fait le live. Le professionnel est là, lui, il est, comment dire, indépendant. Il n'y a pas le côté affectif qui rentre en compte dans la thérapie. Alors que si on se confie à quelqu'un, un ami, de la famille, etc., comment dire, le discours risque d'être chanté parce que on va inconsciemment, on ne veut pas blesser ses amis ou sa famille, donc on va évidemment, je vais pas dire mentir, c'est pas le mot, mais adoucir le dialogue ou adoucir le problème pour ne pas blesser, et vice versa, l'ami ou la famille, dans les conseils qu'ils risquent de donner, ne vont pas vouloir blesser la personne qu'ils vont avoir en face d'eux et vont avoir des conseils qui risquent d'être un petit peu trop peu, quoi, un petit peu pas voilà, qui vont pas servir à grand chose en fait. Alors que d'autant nous, vas-y. En plus, ces personnes-là, dans l'environnement proche, peuvent parfois, en plus, connaître l'auteur de l'emprise et avoir un discours un peu orienté, voire être manipulés eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Et dans le cas des pervers narcissiques, par exemple, c'est aussi le problème. Parce qu'en fait, la victime, elle, vient et si elle raconte son histoire à quelqu'un de sa famille, généralement, le pervers narcissique s'est arrangé pour que la famille l'adore. Donc voilà, si la famille l'adore, et que la victime arrive en disant oui, voilà ce qui se passe, les gens vont dire oh, quand même, tu penses, non, tu te fais des idées, enfin, etc., etc. Donc, il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de. Quand les gens sont trop. Si le sentiment rentre en compte, c'est pas bon. Voilà. Oui, absolument. Alors. Est-ce que, par exemple, Christa, tu souhaiterais ajouter quelque chose? Je vais venir ensuite aux différentes thérapies plus spécifiques, qui viennent en complément de la psychothérapie. Mais est-ce que toi, tu souhaiterais ajouter quelque chose sur ce point-là? Sur ce point-là, oui, je vais rajouter un petit peu, on a bien cerné un petit peu le sujet, mais je tiens à préciser qu'il est indispensable, comme tu l'as dit tout à l'heure, de consulter des professionnels de santé, qu'on en a besoin pour les enquêtes au niveau des plaintes,
mais aussi pour les enquêtes sociales ou autres, hein, ça fait partie du côté juridique. Mais comme je dis toujours, ils ont leur partie à faire, tout ce qui est psychologue, psychiatre et autres. Mais une fois qu'on a fini nos consultations, ils ne sont pas là pour nous ramener à la vie réelle. C'est-à-dire que quand on sort de ces consultations, on se retrouve confronté à une situation où on est sur l'extérieur. Il faut se réadapter à toute cette vie de tous les jours. Et c'est là où c'est compliqué, ce côté social, ce côté affect, ce côté dans le travail, dans tout. Il faut se réadapter à tout ça. Et c'est là où nous, on vient accompagner les personnes. On n'est pas là pour les soigner. On vient les accompagner dans cet échelonnement qu'ils vont faire pour se réadapter à tout ça. Donc, c'est vrai que le service du bien-être vient en complément, mais j'insiste surtout de ne pas mettre de côté surtout les professionnels de santé parce que c'est indispensable. De toute façon, on n'est pas en guerre, c'est pas une guerre, hein, on est là pour aider les victimes. Voilà, c'est ça. C'est pas, on n'est pas là les uns contre les autres. Oui, mais c'est vrai que voilà, faut quand même faire ça avec beaucoup de précautions. Et donc, en première instance, le meilleur accompagnement possible, ce sera avec un professionnel diplômé qui est vraiment un professionnel de santé, qui a la qualification de psychologue, psychiatre, psychothérapeute en première instance, de toute façon. Alors moi, je tiens juste à compléter, Cathy, si tu me le permets. Pourquoi j'insiste sur ça? Aujourd'hui, on est dans une association qui est sur l'emprise psychologique, hein, qui dit emprise, dit on n'est plus arbitre soi-même de ses actes et de ses paroles. Et on est dans une société aujourd'hui qui souffre beaucoup. Et je ne lance la pierre à personne, je ne suis pas là pour lancer des accusations ou autres, mais il y a beaucoup de services de bien-être qui abusent de la situation. C'est pour ça que je veux mettre bien les choses à plat, qui ont profité de cette souffrance des gens. Et tout le monde aujourd'hui s'est lancé dans le bien-être et il y a de tout et du n'importe quoi. Malheureusement, on est jugé avec ces dérives thérapeutiques. Et aujourd'hui, il faut défendre aussi ce métier de bien-être qui est aussi efficace et à la demande des victimes. Et ça, c'est important de le souligner. Tout le monde n'est pas dans les dérives thérapeutiques. Il y a des gens bien aujourd'hui qui le font dans la bienveillance et qui veulent absolument accompagner les gens qui souffrent de ces violences psychologiques. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ça et de pas, voilà, comme je l'ai dit, les professionnels de santé sont la priorité, mais nous, on est là aussi pour accompagner et les gens en ont besoin aussi. C'est vrai. C'est vrai. Donc moi, je continue en précisant qu'il peut être utile, voire conseillé d'associer à ce suivi donc psychologique, psychiatrique, un accompagnement supplémentaire qui permettra de retrouver plus rapidement une tranquillité d'esprit et favorisera un retour à un équilibre psychique, une meilleure gestion des émotions et du stress et du syndrome de stress post-traumatique. Alors, pourquoi? Parce que bien souvent, quand on va consulter un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute, ça se fait 2 fois par mois ou 1 fois par semaine. Et puis, entre 2 consultations, on a parfois quand même besoin d'aide pour rétablir des émotions, pour supporter un choc émotionnel, pour gérer des hauts et bas émotionnels, etc. Et il y a effectivement d'autres techniques, du coup, qui peuvent, en complément, accélérer ou soutenir une véritable progression. Il y a évidemment, comme tu le disais, Christa, beaucoup de professionnels de santé du bien-être. Alors, on précise, c'est bien de choisir votre accompagnement en fonction de vos besoins, de votre sensibilité, de votre conviction. Tout le monde ne sera pas sensible par exemple, à la sophrologie ou je ne sais pas moi, à n'importe quelle autre technique disponible. Tout le monde ne va pas aimer faire du yoga, tout le monde ne va pas. Donc, chacun va choisir en fonction de sa propre sensibilité, de sa propre envie, de sa propre disponibilité, la méthode d'accompagnement qui lui conviendra. Ça peut se faire en présentiel ou en ligne comme chacun le souhaite. Ça peut être des massages aussi. Cependant, il faut bien prendre conscience que la reconstruction, après une expérience de ce genre, c'est quand même long et difficile. Donc, il faut accepter de prendre son temps. Il faut
accepter que ce processus-là dure quand même assez longtemps et pas vouloir absolument des résultats en 2 semaines, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Hein, il faut bien assimiler ça et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'un véritable accompagnement en profondeur pour renaître après une telle expérience. On ne redevient pas la personne qu'on était avant, heureusement, parce que je ne suis pas la même femme que j'étais quand j'avais 15 ans, ni quand j'avais 20 ans. Puis la femme de 20 ans, elle n'était pas la même que celle de 30. Donc, de toute façon, personne ne redevient la personne qu'il était il y a 15 ans ou 10 ans ou autre. On devient une personne qui s'est guérie de ses blessures. Et c'est très, très bien comme ça, parce que nos expériences nous permettent d'éviter certaines erreurs. Par contre, c'est long, c'est un processus qui est long, graduel, il faut de la bienveillance envers soi-même et eh bien, il ne faut pas hésiter quand on a trouvé une technique qui nous a convenu un temps puis qui ne nous convient plus, il ne faut pas hésiter à stopper, à changer de thérapie, d'accompagnant parce que des fois, on change d'avis, on change de sensibilité, on a besoin d'autre chose. Dans toutes les thérapies qu'on propose, il y en a beaucoup. On en a listé quelques-unes. Moi, j'en ai listé quelques-unes. Évidemment, j'attends que mes confrères qui sont là présents ce soir nous éclairent et puis ajoutent leurs petites pattes, bien sûr. Alors, dans les techniques, il y a le MDR. C'est une thérapie qui permet de soigner les personnes souffrant de traumatismes importants grâce à des techniques qui stimulent le cerveau par des mouvements oculaires. Il y a des sons, il y a des tapotements, etc. Donc, c'est une technique qui a démontré son efficacité. Hein. C'est une technique de gestion des émotions, libération émotionnelle qui peut être pas mal. Je ne sais pas si, par exemple, Jean, tu connais bien cette technique-là ou Eugénie, peut-être, pour nous en dire plus. J'y vais. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est une technique en fait qui permet d'ouvrir qui permet d'aider à verbaliser en fait. Il y a différents moyens. Oui, ça peut être le stimuli oculaire, ça peut être des stimuli sonores, ça peut être des stimuli de tapotement, par exemple sur les genoux, sur des choses comme ça, pendant que la personne parle. Voilà, il y a plusieurs. Le but est d'arriver à toucher. Alors c'est ce que là on revient un petit peu sur ce que disait, je sais plus son prénom. Eugénie, Cathy. Oui, Cathy. On revient un petit peu sur. On va chercher en fait dans l'inconscient, quoi, par les stimuli, pour arriver à faire ressortir en fait l'information qui était bloquée en fait. Oui, c'est exactement ça. Le corps a une mémoire traumatique. Les organes ont une mémoire traumatique, ce qui fait que chaque chose qu'on vit implique différents états, dont la dissociation. Donc, votre esprit, les souvenirs de cette emprise vont être ramenés dans l'inconscient le plus profond, ce qui fait qu'en mettant des stimuli, les stimuli vont permettre de rappeler la mémoire traumatique pour la mettre en éveil et donc libérer la parole. Encore une fois, c'est des techniques qui aujourd'hui sont nombreuses parce que chaque être humain est unique et que chaque être humain va vivre cet épisode traumatique de manière différente. Donc, de cette manière-là, les solutions doivent être personnalisées et doivent réellement résonner avec qui vous êtes, avec votre être, avec ce que vous avez vécu et avec ce que vous êtes prêt aujourd'hui à engager comme technique. Donc, l'idée, c'est pas de faire un cumul de toutes, mais vraiment de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Encore une fois, passer par un professionnel de la santé permettra de mettre de la lumière et d'éclairer sur ce qui vous correspond le mieux. Et les thérapies de bien-être vont apporter un réconfort et un soutien à la personne et vous remettre vraiment sur les rails avec souvent
des thérapeutes qui ont vécu ce que vous avez vécu, donc qui vous connaissent, qui savent, qui sont bienveillants et qui sauront comment est-ce qu'aujourd'hui on peut reprendre le bon chemin, se réapproprier sa personne et se reconstruire. Merci Eugénie. Moi, je sais que j'ai des patients, par exemple, j'ai une patiente, j'avais essayé avec de la musique, et la musique, ben, ça lui convenait pas, donc on a essayé autre chose. Voilà. Enfin, donc il faut pas, on n'est pas figé en fait sur la technique, et les possibilités sont multiples, donc on essaie Oui. quoi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on parle de ne pas hésiter à changer de technique quand on voit qu'on n'est pas à l'aise ou pas réceptif à une technique qu'on essaie. C'est valable aussi pour le professionnel que l'on consulte. C'est-à-dire que des fois, c'est le professionnel qui ne nous convient pas. On n'est pas à l'aise avec, on se sentirait plus à l'aise avec une femme, ou eh bien la méthode utilisée ou la façon de parler de la personne qu'on a en face de soi, bah, ça nous convient pas, ça nous met mal à l'aise. Faut pas hésiter à changer. Voilà, chacun a ses préférences, chacun a sa sensibilité. Les professionnels justement de la psychologie, de la psychothérapie sont habitués à ça aussi. Ça ne sert à rien de s'accrocher absolument au premier psy qu'on a été voir parce que c'est celui qu'on nous a recommandé alors qu'il ne nous convient pas, parce que ça nous empêche concrètement d'avancer. Donc il faut pas rester dans des sables mouvants, il faut changer de thérapeute quand ça ne convient pas, ou de thérapie, l'un ou l'autre. Voilà. Donc dans les thérapies proposées, il y a aussi le FT, qui est sensiblement, enfin c'est très proche aussi de l'EMDR, avec des points d'acupression avec les doigts. On a de la libération émotionnelle en tapotant certaines parties du corps. Et puis il y a l'hypnose aussi. Alors l'hypnose, je ne sais pas si parmi nous on a un spécialiste de l'hypnose. Non? Je me forme, ouais. mais je suis pas encore. Donc bon, tu peux peut-être, vu que tu es en train de te former, tu peux peut-être en expliquer un petit peu plus à nos auditeurs. Alors, l'hypnose, c'est une méthode qui va consister à passer les différentes couches du conscient pour vraiment atteindre les couches supérieures de l'inconscient par une méthode de relaxation intense. L'avantage de l'hypnose, c'est que c'est vraiment une méthode, une thérapie qui vient matérialiser ce que peut faire la méditation pleine conscience à travers différents outils. Et là, encore une fois, l'hypnose, c'est une pratique générale. Vous avez différentes adaptations qui peuvent correspondre réellement, encore une fois, à ce que vous êtes prêt à engager. Ça peut être sur le générationnel, ça peut être l'hypnose ericksonienne, c'est la plus classique. Mais voilà, n'hésitez pas à être curieux pour vraiment aller voir ce qu'il y a sous les couches. L'idée, c'est d'étendre le persona, votre personnage, en fait, pour atteindre des couches de l'inconscient, recréer ce moment pour vous amener à matérialiser et à libérer la parole, encore une fois, sur cet événement, à l'accepter et à faire la paix avec lui. Donc, je vous donnerai plus d'informations quand j'aurai vraiment terminé ma formation, mais de manière globale et générale, c'est ce à quoi l'hypnose peut faire penser. Oui, c'est intéressant. Et puis, c'est vrai, quand on parle d'hypnose, on pense souvent à Mesmer qui nous hypnotise et qui nous fait faire la poule. C'est pas ça, on ne parle pas de ça. On parle vraiment d'une technique qui va faire rentrer l'individu dans une sorte de méditation profonde. On va rentrer au niveau du cerveau dans des ondes qui sont proches des ondes du sommeil, où on va pouvoir ensuite aller travailler effectivement dans l'inconscient pour aller chercher des choses que le cerveau a préféré enfouir, et pour qu'on puisse justement, un peu comme une écharde qu'on aurait dans le pied, arrêter de marcher avec cette écharde qui continuera de nous faire mal si on ne l'enlève pas, et puis aller retirer cette écharde pour que ça nous fasse moins mal, qu'on ait à la place de l'écharde une cicatrice, et qu'on puisse continuer d'avancer. Voilà à peu près, si je ne me trompe pas, si je peux retraduire un peu la méthode, exactement ça. Exactement ça. Moi, j'aime bien traduire avec des images, moi.
Merci Cathy. Ensuite, alors, on a fait une liste, hein, mais il y a le massage psychocorporel. Donc là, on va aller déjà détendre le corps physique. Et puis, avec des techniques spécifiques de massage, on va aussi aller libérer les émotions, les peurs, les limites, en pratiquant ce massage sur différentes parties du corps. Ça peut être aussi les massages soins énergétiques. Il y a également la sophrologie. Alors, c'est un petit peu plus connu maintenant, la sophrologie, mais voilà, on va viser à retrouver un équilibre corps, cœur, esprit. On va se baser sur la respiration, la relaxation, pour un retour au calme, au bien-être et se réorienter vers une psychologie positive, une meilleure gestion des émotions, un meilleur contrôle de soi. On a le yoga. Bon, je pense que tout le monde connaît le yoga. Alors moi, je voulais juste dire un truc sur le yoga, si tu me permets, c'est que on a plusieurs idées reçues qui sont celles que le yoga doit forcément être pratiqué par des personnes qui sont très souples. C'est faux. Le yoga, c'est d'abord, un peu comme la sophrologie, l'alignement corps, esprit, cœur, et réapprendre à respirer. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais beaucoup d'entre nous ne savent pas respirer, font des apnées du sommeil ou n'ont pas la conscience de la respiration. Et ne pas avoir conscience de sa respiration, c'est déjà se perdre soi-même un petit peu. Donc, le yoga permet d'abord de réapprendre à respirer. Ensuite, les pratiques, donc les exercices qu'on appelle des asanas, sont là pour redynamiser l'esprit, sont là pour vous réapprendre finalement que vous êtes maître de vous-même, que les différents exercices vous redonnent l'énergie, vous redonnent un haut niveau vibratoire. Donc ça, c'est très important également. Et on est forcément plus bien, en fait, après une séance de yoga, parce que la finalité du yoga, c'est apprendre à méditer. La méditation, c'est pareil. L'idée reçue, c'est qu'on va forcément se mettre en position de lotus. C'est faux, vous méditez constamment. Dès que vous faites la vaisselle, vous êtes sous la douche. Dès que vous n'êtes pas en relation avec un objet extérieur, vous êtes en méditation. Et c'est déjà se réapproprier son corps, ses pensées, son esprit et faire un premier pas, en tout cas, vers la guérison. Voilà, petit aparté important. C'est très intéressant. Et à cette pratique, on peut rajouter par exemple les pratiques plus chinoises comme le Qigong, qui est aussi une pratique où on est tout à fait dans la maîtrise du corps, où on prend son temps pour identifier les points de ressenti au niveau du corps. On va concentrer son mouvement, son énergie sur une partie du corps et ça permet aussi de ramener le mental à une réflexion plus posée et d'éviter tout ce qui est rumination mentale. On va apprendre à rassembler son esprit pour l'apaiser. Donc, c'est vraiment des techniques qui sont intéressantes. Le yoga étant en fait au départ la dernière étape de ce qu'on appelle la médecine ayurvédique. Donc, la médecine ayurvédique, c'est une médecine ancestrale qui a été créée en Inde. Donc, c'est la science de la vie, l'ayurveda. C'est une méthode naturelle et en fait, l'aboutissement de la connaissance de la vie, c'est le yoga. Et le yoga est utilisé comme une méthode de guérison, absolument, comme si c'était un médicament, quelle que soit la maladie à guérir. En Inde, on utilise le yoga, par exemple, pour traiter quelqu'un qui a des problèmes de maux de ventre, pour quelqu'un qui a une grippe. On va lui prescrire des mouvements de yoga qui vont permettre une circulation d'énergie, une libération de certaines tensions dans le corps, etc. Donc, c'est purement bénéfique. Et au départ, c'est une pratique médicale ancestrale. C'est une médecine qui a plus de 2000 ans, qui a toujours cours, qui est la médecine officielle en Inde. Donc, on peut s'y fier. Voilà. Complètement. C'est exactement ça. Et on peut même rajouter, et pour compléter ce que dit Cathy, c'est que la pratique de ces méthodes permet aussi de réaligner les chakras, donc les zones énergétiques du corps,
qui, quand elles sont désalignées, vont mener à un brouillard mental qui va être la cause d'une mauvaise estime de soi et donc qui peut conduire à considérer les propos d'une personne toxique comme étant vrais. Et donc, voilà, ne pas perdre de vue le lien que toutes ces méthodes peuvent réellement vous permettre de vous réapproprier votre vous profond. Et c'est la première étape vers la guérison. On va continuer. Donc, on a l'art-thérapie et la musicothérapie. Alors, pour moi, je les assemble, hein, parce que la musique, pour moi, c'est aussi un art. L'art-thérapie, eh bien, ça libère la parole chez des gens qui vont avoir du mal à s'exprimer avec des mots, avec des écrits, etc. On va s'exprimer plus par des couleurs, des constructions, des choses où on a de la manipulation d'objets et on va expulser notre douleur, notre colère, notre rage, bien sûr à des fins thérapeutiques. Ça permet un peu de vider son sac par le biais d'une œuvre d'art. Alors attention, quand on parle d'œuvre d'art, il n'y a pas besoin d'être un artiste pour participer à une séance d'art-thérapie, pas du tout. C'est simplement que le support qu'on utilise, c'est un papier, un crayon, c'est de la peinture, c'est de la poterie, c'est de la couture, du collage, peu importe. Et même si on estime dessiner comme un enfant de 5 ans, ça n'a absolument aucune importance. L'important, c'est ce qu'on exprime par la pratique artistique que l'on a choisie, que l'on fait, ou qu'on nous a proposé. La musicothérapie, on est un petit peu dans le même esprit aussi. Hein. Là, on va partir sur de la musique, du chant. Il y a aussi la danse qu'on peut utiliser aussi, l'expression théâtrale, tout ce qui permet, en fait, alors souvent, de mettre le corps en mouvement, ça aide à exorciser tout un tas de choses qui sont bloquées. Et ça permet réellement d'évacuer la colère, les tensions, voilà, toutes ces choses-là. Donc, différents types d'art. Et puis, dans les différents types d'art et de pratiques de relaxation, de méditation, etc., moi, je voudrais bien que Cathy intervienne parce que je pense que le feng shui, qu'il soit pratiqué qu'il soit pratiqué soi-même ou qu'il soit juste enseigné, appris, ça peut vraiment avoir une incidence, Cathy. Oui. On dit le feng shui est un outil d'épanouissement personnel ou de développement personnel. En tout cas, c'est un outil de décodage de finalement qui on est, comment on fonctionne, comment sont nos relations, est-ce qu'elles sont vraiment épanouies, est-ce qu'on manque de confiance, etc. Tout ça se voit à travers son intérieur et ça, c'est dingue. Et comme tu dis, Cathy, des fois, il suffit peut-être de suivre un cours ou de s'intéresser à ça pour prendre conscience de ce qui se passe après chez soi et de pouvoir passer à l'action, quoi. C'est un moyen aussi pour mieux se connaître, pour pouvoir aussi retrouver du calme dans son habitation, dans ses relations, enfin avec ses enfants, peu importe, parce que souvent nos intérieurs, souvent très modernes, très comme dans les magazines, là, on veut essayer que tout soit harmonieux, joli, etc. Mais finalement, c'est une facette et on est souvent beaucoup dans du contrôle. Et ce contrôle-là se matérialise finalement, enfin, on le matérialise inconsciemment dans l'aménagement de nos pièces. Et du coup, on est impacté par cet environnement qui est beaucoup dans le contrôle, dans la rigueur, hein, chaque chose à sa place, etc. Et on est tout le temps dedans et ça devient un cercle vicieux. Souvent aussi, on peut être très actif, vouloir faire beaucoup de choses, et go, on y va et c'est parti. Mais on a du mal à prendre du temps pour soi, à se calmer et surtout aussi on a du mal à créer peut-être un coin dans sa maison où on peut se poser, se relaxer, se détendre, etc. Et ça, c'est important de comprendre ce qui se passe dans son intérieur pour voir est-ce qu'il est aligné, est-ce qu'il est en cohérence avec qui je suis aujourd'hui,
ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin de calme, ou peut-être mon intérieur, il est trop plan, il est trop calme. Et j'ai besoin un peu d'un nouveau souffle, un peu de peps, peut-être par certaines couleurs, etc., quoi. Donc, c'est un peu changer un peu ses lunettes ou porter un autre regard déjà sur son intérieur et prendre du recul et voir un peu ce qui se passe. Et après, mettre en place, évidemment, certaines actions, certaines solutions pour que notre intérieur soit aligné avec qui on est aujourd'hui et qui on veut être demain, quoi. Enfin, donc ça, c'est important et c'est vraiment, comme tu dis, en accompagnement, parce que seul, oui, ça va déjà apporter beaucoup de changements, mais c'est en accompagnement pour accompagner une transformation. Ouais. Donc, pour être durable. Il y a peut-être une influence aussi des objets qui nous entourent sur notre état mental, psychologique, parce que, pour reprendre le concept d'emprise dont on parle ce soir, Oui. On peut aussi être sous l'emprise de son intérieur, sous l'emprise Bien d'un sûr. objet. On peut avoir chez soi un objet qui nous rappelle quelqu'un qui nous a fait du mal, la vieille armoire de mémé, je ne sais quoi, le livre préféré de notre ex, Oui. duquel on a été, avec lequel on a été sous emprise, etc. Et peut-être qu'il y a aussi cette phase-là à étudier en disant peut-être qu'il faut que je désencombre un certain nombre de choses parce que en enlevant un certain nombre de choses dans mon intérieur ou en changeant de place un certain nombre de choses dans mon intérieur, je vais peut-être aussi réharmoniser mon intérieur psychologique, rééquilibrer mon état psychologique parce que je vais plus avoir sous les yeux quelque chose que je ne voulais pas avoir sous les yeux. Je vais plus avoir le poids de cette hérédité transmise par la vieille armoire de mémé ou je ne sais quoi. Oui, et il y a aussi une question de je décide. Est-ce que je garde cet objet ou est-ce que je ne le garde pas? Qu'est-ce que je fais de cet objet? Ou oui, je c'est décide retrouver de son le libre arbitre. garder. Ouais. Et ça, c'est pas évident, hein. Et ça se travaille aussi. Et c'est vrai qu'il faut prendre position sur chaque objet ou chaque couleur, chaque matière, peu importe tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure a un impact. Et il faut penser aussi que, Eugénie, tu parlais tout à l'heure de niveau vibratoire. Chaque objet ou notre intérieur, moi j'ai eu le cas là pour la maison dans laquelle j'habite, avait un niveau vibratoire très bas. Donc ça nous impacte, on est fatigué, épuisé. Ça n'aide pas dans cette continuité de vouloir, de se sentir épanoui, peu importe après où on est, quoi. Et donc ça, c'est aussi important à travailler, notamment à travers le feng shui, quoi. Ouais. Merci pour ces précisions, Cathy. On a aussi, alors, je continue la socio-esthétique. Donc, c'est utilisé chez des sujets qui ont de la difficulté à s'exprimer aussi, mais qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent par le biais de l'art-thérapie. Et donc, il y a des outils qui permettent de mettre en place un processus de création artistique. Voilà, pour structurer l'espace, disposer les formes. Alors pour le coup, il y a un petit peu de feng shui là-dedans, hein, structurer l'espace, disposer les formes, utiliser les couleurs, tout ça, c'est quand même aussi un des principes du feng shui. Bien sûr. Et l'idée n'est pas d'avoir un espace zen, tip-top, comme il faut. Non. Oui, il y a des solutions, il y a des principes. Il faut déjà respecter une base, on va dire, pour déjà se sentir mieux. Mais après, c'est vraiment, mais comment on veut se sentir dans cette maison, quoi. Qu'est-ce que l'on recherche? Peut-être il faut travailler plus le relationnel, plus la confiance en soi, plus ses projets, etc. Et donc là, on travaille la matière, les formes, les couleurs, le meuble, la position, etc., quoi. Oui, évidemment. Effectivement. Et on a aussi le coaching en développement personnel dont on a parlé avec Christa, avec toutes les précautions dont Christa a parlé. Alors moi, je préciserai justement que dans tous les accompagnements proposés, il faut vérifier à qui on a affaire. C'est toujours intéressant. Dans un coaching en développement personnel, les professionnels de l'accompagnement font appel à différentes techniques, souvent inspirées des neurosciences, des techniques de bien-être,
inspiré aussi des techniques d'accompagnement en psychologie. Il y a de la relation d'aide, il y a du Reiki, ça peut être de la nutrition pour rééquilibrer son alimentation et retrouver une meilleure santé. La gestion du stress, les techniques motivationnelles, l'estime de soi, la confiance en soi. Mais de toute façon, prenez soin de vérifier les qualifications du coach qui va vous accompagner ou des coachs qui vont vous accompagner sur du coaching en développement personnel. Il y en a de très bons, il y en a beaucoup de très bons et de très bienveillants. Et puis, il y a aussi, malheureusement, comme à peu près dans toutes les professions, il y a des gens qui sont improvisés coach ou qui ne sont pas forcément très bienveillants. Hein. C'est comme dans le bâtiment ou un boulanger. Il y a des bons boulangers et des mauvais boulangers. Voilà. Et bien là, vous vérifiez les diplômes, les certificats, les formations, les techniques utilisées et proposées pour voir si ça vous convient. Alors nous, par exemple, chez les filles d'Ève, on a 3 spécialistes du bien-être. Donc, moi qui suis spécialiste en psychopraticienne en relation d'aide, spécialiste aussi de la gestion du stress et des émotions. Cathy qui est spécialiste du Feng Shui et Laurence qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui est spécialiste dans la gestion du stress et l'énergétique. Eugénie aussi qui est coach en développement personnel. Et il y en a beaucoup d'autres également. Alors, si vous avez besoin de coordonnées, n'hésitez pas à demander à l'association qui a de nombreux partenariats, n'est-ce pas Christa? On est d'accord? Tu peux, je pense, recommander un certain nombre de professionnels. Oui, on a nombreux partenariats, hein, autant qu'en psychologue, en psychothérapeute ou en service du bien-être, qu'on donnera la liste au fur et à mesure que les gens nous appellent. On donne déjà nos partenaires. Après, moi, je reviens un petit peu sur tout ce qu'on a proposé, puisque quand je le propose, c'est que je suis passée par là. Je ne les ai pas toutes testées, mais prêtes. Donc, je peux dire que, voilà, comme on a dit tout à l'heure, c'est libre arbitre de choisir nous-mêmes notre thérapie. Moi, j'ai essayé l'hypnose, ça n'a pas du tout marché. Le MDR a marché beaucoup. Ça a fait un bienfait sur moi. Et après, oui, ça va être l'art-thérapie, la socio-esthétique, où je suis passée par là. Et puis après, le chant, la musique, qui a fait beaucoup de choses. Il faut libérer la parole, il faut accepter le changement, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est plus la même personne quand on a vécu une relation avec de l'emprise. On a grandi aussi, on a complémenté nos failles. Et sur le coup, on se retrouve avec une autre personne qu'il faut accepter, d'où je parlais tout à l'heure de cette vie réelle, à accepter de revivre ouvertement avec les gens de l'extérieur, avec le côté affectif, social et tout, mais aussi s'accepter nous-mêmes du changement. Je prends toujours l'exemple des personnes qui sont obèses et qui ont fait ces opérations où elles deviennent toutes fines. C'est pareil, des fois, on a des personnes qui réagissent très mal devant le miroir en se voyant toutes fines parce qu'il faut s'accepter dans ce nouveau corps. C'est un petit peu le même cas. Là, on a toujours cette enveloppe qui est présente, mais notre âme a été tellement touchée qu'il faut s'accepter différente, parce qu'il y a des hommes aussi, hein, les enfants aussi. Les enfants, c'est plus compliqué, mais il faut accepter d'être ce nouveau moi. Ouais. Et ça, c'est bien, tu es la preuve vivante que tu vois, il y a parfois des techniques qui ne fonctionnent pas sur quelqu'un et puis tu peux changer et trouver la technique qui te convient. Il ne faut pas avoir de scrupules, il faut chercher, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas dire oui, mais j'ai essayé l'hypnose, ça ne marche pas, de toute façon, personne ne pourra m'aider. Non, c'est faux. Il y a une technique. Il faudra simplement chercher pour trouver laquelle. Il faut rebondir tout de suite, pas laisser ce temps. Quand on a commencé une thérapie, pour moi, s'il y en a une qui a échoué, ne pas être dans la déception aussitôt, se dire, voilà, je suis capable, je me permets et je m'autorise aujourd'hui à pouvoir aller vers un autre thérapeute. Ça ne veut pas dire parce qu'on change. Beaucoup on est toujours dans le jugement des fois et la critique des gens à l'extérieur parce qu'on change de thérapeute, parce qu'on change de façon, qu'on est des personnes instables. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est se chercher soi-même là où on est représenté par un thérapeute et de pouvoir vraiment être à l'aise pour pouvoir franchir ce pas. Et ça, c'est important aussi. Alors moi, j'ai une phrase clé que j'utilise tout le temps.
que ce soit pour une personne qui se pose des questions à propos d'une relation pour savoir si elle est toxique ou pas, ou que ce soit justement dans ce type de situation-là où on va chercher une thérapie qui nous convient, la question, c'est est-ce que cette relation, est-ce que cette personne, est-ce que cette situation, est-ce que cette thérapie me fait du bien ou pas? Il n'y a qu'une seule réponse possible, envisageable. La seule bonne réponse, c'est oui. Toutes les autres réponses sont mauvaises. La réponse non est mauvaise, la réponse peut-être ou je ne sais pas est mauvaise. Et quand on a cette réponse non ou cette réponse peut-être ou je ne sais pas, eh bien là, il faut entamer une action pour changer les choses. Alors ça peut être une discussion, par exemple, avec le thérapeute en disant bah, écoutez, je ne le sens pas très bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a un blocage de mon côté? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose qui ne me convient pas? Vous connaissez peut-être une autre technique à me proposer? Ou bien carrément, on s'en va. Hein. C'est non, bah écoutez, non, je ne reprendrai pas rendez-vous. Je n'ai pas l'impression que ça me réussit. Je vais essayer de trouver autre chose. Il faut avoir le courage de s'affirmer, d'accepter que bah, tout ne convient pas à tout le monde. C'est comme ça. Voilà, vous rentrez pas à la fois dans du 38, dans du 44 et dans du 46 en chaussures. Voilà, donc bah, c'est pareil pour les thérapies. On peut en essayer plusieurs avant de trouver celle qui nous convient. On va continuer parce que effectivement le temps tourne. Juste un petit mot, que ce soit pour les thérapies ou pour les thérapeutes. Hein. Un thérapeute peut ne pas convenir et à ce moment-là, ben, il vaut mieux passer à voir quelqu'un d'autre, hein, c'est tout. Hein. Il faut qu'il y ait un feeling aussi qui passe. Hein. C'est ça. Bah, des fois, ça tient à rien. Hein. Le thérapeute ressemble à notre patron et on ne peut pas encadrer le patron, bah, ça passe pas, puis c'est tout. C'est comme ça. C'est ça, non, mais il faut qu'il y ait c'est un échange en fait, et pour que alors c'est pas une vie de couple, mais avec son thérapeute, mais sur quelques points, il y a un peu de ça. Il faut que en fait ça accroche des deux côtés, quoi. Oui, puis il faut qu'il y ait une relation de confiance et de sécurité. Voilà, parce qu'on vient quand même se livrer, livrer des choses qui sont très intimes à cette personne, donc il faut qu'il y ait le feeling qui passe et c'est comme ça, quoi. Voilà. Et juste un dernier mot pour terminer, après on enchaîne, c'est que ne vous mettez pas de pression quant au temps que vous allez mettre à vous confier réellement sur vos besoins profonds. Ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 6 mois. C'est, comme l'a dit Jean, c'est avant tout une relation de confiance. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance et laissez-vous le temps aussi de vous confier. Merci Eugénie, c'est important de le préciser. On va passer à la question suivante, c'est pourquoi l'emprise devient une addiction? Alors ça, effectivement, c'est une sacrée question. On va reprendre un peu la définition du DSM-5, c'est le dictionnaire des symptômes et des maladies. L'abus psychologique, hein, ce sont des actes accidentels de violence verbale ou symbolique de la part d'un parent ou d'un adulte proche qui ont pour résultat ou qui ont potentiellement pour résultat un dommage psychologique. Alors, chez l'enfant ou l'adulte, hein, je ne l'ai pas forcément stipulé, chez celui qui le subit, en tout cas. Là, on est en train de parler d'addiction. Alors, quand on dit cette définition-là, comment est-ce qu'on peut développer une addiction à quelque chose qui potentiellement nous fait du mal? Eh bien, alors, il y a plusieurs explications à ça, et puis je pense que là, pour le coup, Jean et Eugénie, vous allez tout à fait pouvoir m'aider, compléter et développer. Alors, bah, par exemple, tiens, Jean, vas-y, commence sur ce plan-là, sur l'addiction à une relation d'emprise. Si tu es inspiré, bien sûr. Hein. Oui. Non, mais je vous ai perdu. Ah, eh ben, on peut demander peut-être à Eugénie. Oui, vas-y, je viens de vous perdre. Ah, d'accord. Eh ben, Eugénie, est-ce que tu veux peut-être commencer ou tu veux que je commence? Alors, vas-y, commence et puis moi je compléterai s'il y a besoin. Pas de parce que tu expliques très bien les choses. Tu les as très bien expliquées aussi, donc vas-y. Donc, l'addiction à une relation d'emprise, ça vient de différents facteurs. Alors déjà, on a les techniques de manipulation quand il s'agit d'une emprise à une personne bien spécifique. Et les techniques de manipulation, eh bien, elles sont
très nombreuses, très variées. Alors effectivement, on a perdu Jean complètement, je crois. J'espère qu'on va le retrouver. Eh bien, il y a par exemple le gaslighting. Le gaslighting, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un mot anglais qui vient d'un film qui a été écrit dans les années 40, dans lequel, en fait, un homme a épousé une femme et compte la faire passer pour folle en lui donnant l'impression qu'elle fait des choses sans s'en rendre compte. Et le terme gaslighting, c'est la lumière des lampes à huile, des lampes à gaz de l'époque qui vacillent à chaque fois que l'homme est en train de faire quelque chose qu'il cache à sa femme, c'est-à-dire qu'il cherche un bijou caché dans le grenier, et pour faire ça, il allume des lampes à gaz en haut qui font diminuer le débit du gaz en bas. Voilà d'où vient ce terme. Et donc, en fait, on a repris ce terme-là parce que l'action de cet homme, c'est vraiment d'induire la femme en erreur, de l'accuser de faire des choses qu'elle n'a pas faites, et elle a vraiment l'impression qu'elle devient folle. Donc, le gaslighting, les injonctions paradoxales. Alors, les injonctions paradoxales, eh bien, c'est quelque chose d'assez horrible. C'est une proposition dans laquelle aucune réponse n'est bonne. On ne peut pas avoir raison, on ne peut pas trouver la bonne réponse à l'injonction. L'injonction paradoxale, c'est eh bien, je t'offre deux cravates, une rouge, une bleue, et puis à Noël, tu viens chez moi et tu viens avec la cravate rouge et je te fais « Oh là là, mais t'as pas mis la bleue ?» Et du coup, tu ne pouvais pas mettre les deux cravates. Donc, on te reproche de ne pas avoir mis la deuxième cravate, et puis si tu étais venu avec la deuxième cravate, on t'aurait reproché de ne pas avoir mis l'autre. Voilà les injonctions paradoxales. Et donc, tout ça, ça limite, voire ça empêche la prise de décision logique parce qu'on se retrouve dans un brouillard mental, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et on n'a plus de discernement, on n'a plus de libre arbitre, on se retrouve dans un état de confusion quasi permanent, on sait plus prendre une décision parce qu'on a toujours l'impression d'avoir faux. Et puis, on a aussi une distorsion de la réalité. Donc là, les techniques de manipulation, en fait, le cerveau humain, il est fait de telle façon que le cerveau a besoin de comprendre ce qui se passe, et donc on va rester et revenir pour essayer de comprendre et de démêler le vrai du faux et d'essayer de comprendre si c'est nous qui avons un problème ou si c'est l'autre personne. On a les ascenseurs émotionnels. Les ascenseurs émotionnels, c'est donc les moments où on a des phases de dépression ou de grande tristesse parce que on s'est disputé par exemple avec son conjoint, on a une très très violente dispute, on se sent déprimé, on est délaissé, on a peut-être été insulté, rabaissé, etc. Et puis, 2 heures après, le conjoint revient tout sourire, oh bien, je t'emmène au resto 4 étoiles, on va passer une super soirée. Donc là, pouf, d'un seul coup, hormones du bien-être à fond, on se retrouve dans un état de joie intense. Eh bien, ces ascenseurs émotionnels, ça crée une sécrétion anarchique d'hormones de stress, l'adrénaline, le cortisol pour se mettre en sécurité, puis des hormones de bien-être qui sont en fait des hormones addictives, et c'est comme si on prenait des shoots, et il y a une suractivation du système de récompense dans le cerveau, donc on va sans arrêt, comme un drogué, aller chercher une récompense, c'est-à-dire après une séance de dispute, de rabaissement, d'humiliation, on sait qu'il y a potentiellement, à un moment donné, un moment où on va se retrouver dans une situation de récompense, de bien-être, donc on va aller sans cesse chercher ça. On a le problème de dépendance affective. La dépendance affective, c'est un besoin de reconnaissance et de réassurance systématique, avec la certitude erronée, bien sûr, qu'on ne peut pas vivre sans l'autre personne. Donc, en fait, on reste attaché à la personne, quoi qu'elle nous fasse, parce que sinon, on a l'impression qu'on va mourir si on n'a plus cette personne avec nous. Donc, l'addiction, elle est là aussi. On a les blessures émotionnelles qui sont souvent attachées à l'enfance ou à des traumatismes qui se sont passés à l'âge adulte. Et donc, on ne veut pas revivre ces blessures émotionnelles, donc on s'accroche à quelque chose d'illusoire. L'angoisse d'abandon ou du rejet, là, ça veut dire que si on quitte la situation, eh bien, on a peur de se retrouver abandonné, tout seul, délaissé, mis de côté, de perdre sa propre valeur, de ne plus avoir d'importance aux yeux de personne. Et il y a aussi des causes physiologiques et neurobiologiques. Et là, du coup, ça explique aussi beaucoup de choses. Ça explique pourquoi c'est si difficile de revenir en arrière. C'est-à-dire que
dans le cerveau, il se produit des transformations réelles au niveau de l'hippocampe et de l'amygdale qui sont causées par justement une suractivation du système de récompense. Et donc, physiologiquement, il y a une transformation qui nous empêche d'avoir un raisonnement logique et de quitter la situation parce que le cerveau, il est toujours en demande de ce shoot de récompense qu'on a eu jusqu'à présent. Voilà à peu près les causes de l'addiction que j'ai notées. Peut-être que Jean et Eugénie, vous voulez rajouter des choses ou compléter? Ah, il n'y a pas de micro, Jean. Ouais, donc oui. Oui, ben tu as tout à fait bien résumé la chose, en fait. C'est en fait ces variations c'est la récompense et la réprimande, la récompense, la réprimande, et à chaque fois qu'il y a la récompense, il y a ce plaisir qui monte, et ça rejoint d'autres symptômes plus connus, où par exemple le syndrome de Stockholm, où quelqu'un peut tomber amoureux de son ravisseur. On est un petit peu dans les mêmes logiques, un petit peu dans les mêmes signes, en fait. Oui. Ça paraît complètement aberrant, mais en fait, ça vient de ces récompenses et de ces choses qui font plaisir, et en fait, le cerveau recherche le plaisir, en fait. Oui. Et puis c'est important de souligner que du fait qu'on a cette histoire d'addiction, hein, qu'on traduit un peu le phénomène d'emprise par une histoire d'addiction, et qu'il y a une cause physiologique et neurobiologique là-dessous, c'est ce qui explique que les personnes ont du mal à sortir d'une relation d'emprise. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre aux proches qui essayent de sortir les personnes de là, c'est que c'est très difficile puisqu'il y a une atteinte physiologique, donc vraiment sur le corps de la personne, sur les organes vitaux pour le moins, parce que là, le cerveau, je pense que on est tous d'accord pour dire qu'on ne peut pas vivre sans. Il y a effectivement une atteinte sur le cerveau de la personne qui est visible sur un IRM. Hein. Sur une IRM, on peut voir les modifications de l'hippocampe et de l'amygdale. Et donc, cette personne, elle n'est plus maîtresse de ses choix, de ses décisions, et sans cesse plongée dans une confusion. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de compréhension de la part de l'entourage. C'est comme si on disait à quelqu'un qui a une grippe, mais arrête d'avoir de la fièvre. Non, on ne peut pas arrêter d'avoir de la fièvre tant qu'on a la grippe, on a la fièvre. Et bien là, tant qu'on est sous l'emprise, en situation d'addiction, eh bien, on a du mal à partir, à quitter la situation et à prendre des décisions claires et définitives. C'est normal. Comme un junkie qui arrête de consommer sa drogue, il va se retrouver à un moment en situation de manque et il va peut-être replonger. C'est normal. C'est un problème physiologique et neurobiologique. Donc, il y a besoin d'un accompagnement et de beaucoup de bienveillance et de compréhension de la part des autres, et évidemment de la part des thérapeutes, qui ne sont pas forcément tous formés aux relations d'emprise. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous recommande de bien choisir votre thérapeute pour votre accompagnement. C'est ça, et si je peux rajouter une dernière chose, c'est que l'emprise, c'est d'abord un jeu de violence pour le pervers narcissique. Donc c'est un jeu de domination qui va consister à enlever toute bienséance et toute capacité finalement à réfléchir et à se projeter soi-même. Et donc nécessairement, les proches doivent avoir le chemin inverse. Donc, c'est vraiment avoir au contraire cette bienveillance, cette patience envers la victime pour qu'elle ne se reconnaisse pas finalement, qu'elle ne reconnaisse pas le jeu pervers qu'elle subit avec le pervers narcissique envers ses proches. Donc c'est un jeu d'équilibre qu'il faut vraiment avoir et ne pas perdre de vue. Ouais, c'est vraiment une domination de violence qui est à l'origine de l'emprise psychologique. Oui,
tout à fait. Écoute, on a fait le tour. Christa, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou bien Cathy? A priori, non. Tout le monde reste silencieux. Non, c'est très bien comme ça. On a fait le. Ok, parfait. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans les commentaires, donc on va terminer notre live. Alors, vous avez sur cette dernière image les coordonnées de Jean Compin qui se trouve sur Angoulême et qui consulte, arrête-moi si je me trompe, Jean, également en visio. On est d'accord? Oui, c'est bien ça. D'accord. Et puis, vous avez nos coordonnées à nous, les filles d'Ève. Donc, vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur Instagram, nous envoyer un mail, écouter un podcast, un des podcasts qu'on vous propose, qui peuvent vous apporter aussi pas mal de réponses à vos questions. Et puis, on peut, nous, ce qu'on peut faire, c'est vous proposer un accompagnement donc qu'on propose forme d'accompagnement de groupe en ligne. Cet accompagnement, il est à 39 € par mois jusqu'à la fin du mois de décembre. Au mois de janvier 2024, il changera de prix. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez des renseignements, vous pouvez nous contacter. On sera un plaisir de vous renseigner. Et puis, Eugénie, je n'ai pas forcément mis tes coordonnées, mais je ne sais pas si tu voulais les transmettre. Donc, si, de toute façon, je répondrai aux sollicitations s'il y a besoin, aucun problème. D'accord. Alors, comme je ne les ai pas ajoutées, si tu souhaites les mettre, tu peux les mettre en commentaire du live si tu veux sur la page APDSL. Voilà, si quelqu'un souhaite contacter également Eugénie. Et surtout, n'hésitez pas à contacter l'association Porte du Soleil Levant. Si vous avez un problème, un doute sur une relation d'emprise, que ce soit pour vous ou pour un proche, vous obtiendrez forcément des renseignements, une écoute bienveillante. Par contre, je pense que Christa pourra me le confier, il faut avoir conscience que l'association a énormément de demandes, donc il y a un délai d'attente pour être recontacté. Soyez indulgents. Parce que ce ne sont que des bénévoles. Je tiens à le préciser, on est bénévole et on est aussi victime. Donc, on peut savoir la détresse et la souffrance que les victimes ont. Mais voilà, il faut dire qu'on a plus de 30 appels par jour et qu'on a une vie aussi à côté et qu'on a besoin aussi de se ressourcer pour tenir le coup et pouvoir être là pour vous. Mais il faut qu'on pense aussi à nous. Donc, on est à l'écoute, on est là pour vous. Mais voilà, les appels se multiplient, ça devient compliqué. Donc, de la patience, on vous rassure qu'il y a au moins un lieu d'écoute. Et ça, c'est important. J'ai créé cette association pour ça, parce que j'aurais voulu que moi aussi, il y ait un lieu d'écoute, un lieu de compréhension sans jugement et sans critique. Et aujourd'hui, vous avez un lieu qui est là. Donc, prenez votre temps. Voilà, il y a de l'attente. Je sais que c'est difficile et quand on est dans des moments comme celui-ci. Mais justement, là, on va essayer, l'équipe s'agrandit, on va essayer que pendant ces moments d'attente, on puisse vous les envoyer, vous, les partenariats, les thérapeutes ou dans le bien-être, pour déjà au moins montrer qu'on est là, qu'on est présent et au moins adapter quelque chose en attendant qu'on puisse ouvrir un dossier et vous aider dans tout l'accompagnement. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, j'avoue. Donc, patience. Oui, c'est vrai qu'aussi, vous pouvez orienter les victimes, alors pas seulement vers des thérapeutes, différentes thérapies, mais aussi vers des avocats. Voilà, vous avez aussi des partenariats. Des juristes, psychologues, psychiatres, tout. Les assistants sociaux, on a besoin de se reloger. Enfin, il y a tout un système social et administratif où on est là aussi. On n'envoie pas que vers nos propres partenaires. On n'oublie pas les autres associations, même s'il n'y a pas de partenariat. On n'est pas, comme dit Jean, dans un concours de celui qui fait le mieux. On est là pour accompagner les victimes, justement, pour qu'elles sortent de cette détresse. Et on a toute une vision des choses qui est personnelle et qui peut s'adapter et se compléter au caractère et à chacune des personnes. C'est ça. Et moi, je suis en train de mettre en place un système en fait d'abonnement. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un abonnement, mais oui.
Oui, c'est un système d'abonnement en fait où les gens pourront prendre rendez-vous autant de fois qu'ils veulent sur des séances plus courtes, par exemple d'une demi-heure. Et je suis en train de mettre ça en place. Et donc à partir de janvier, normalement, les gens pourront aller sur la plateforme Resali pour prendre un rendez-vous d'une demi-heure pour gérer les choses en fait plus rapidement et être un peu plus disponible en fait. Voilà. Ouais, bonne idée, Jean. Merci de nous avoir transmis ce projet-là. Donc, prenez note. Hein, ça veut dire que vous pouvez aussi avoir la possibilité de consulter un psychothérapeute de façon ponctuelle, un petit peu en urgence, pour une situation un petit peu difficile à supporter, rapidement, en une demi-heure. Voilà. On va vous souhaiter une excellente soirée. Et puis, on vous dit donc au dernier jeudi du mois prochain. Alors, est-ce que le dernier jeudi du mois prochain ne serait pas un jeudi de Noël? Faudrait quand même qu'on vérifie. Et oui, ça sera le 28 décembre. Alors, a priori, c'est bon, mais est-ce que on maintient, vu qu'on est entre les fêtes, est-ce que vous voulez maintenir ce rendez-vous ou est-ce que vous voulez le décaler? Alors, moi, je ne suis pas contre, je ne sais pas, toute l'équipe, mais peut-être pas un live aussi long, peut-être pas avec autant de questions personnelles. Tout le monde a besoin de réponses, mais je pense plutôt, après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais montrer aux gens qu'on est là pour eux en cette période des fêtes et qu'on est là pour les soutenir. Bien sûr, on peut tout à fait proposer un petit live un peu plus festif aussi. C'est ça. En C'est ce que période de j'aimerais fête, apporter un peu de joie. Mettre du bon mot pour tout le monde, c'est bien. C'est ça. Est-ce qu'on Penser aux maintient gens du qui 28 sont seuls, justement. Alors, est-ce qu'on maintient la date du 28 décembre? Moi, je suis partante pour pour apporter un peu de joie à tout le monde et aux gens qui sont tout seuls. On se dit rendez-vous le 28 décembre pour un live un peu moins formel et un peu plus festif pour les fêtes de Noël. Ok. À bientôt. Ça marche. Merci de votre Au participation. 28 décembre. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.